Yo, ça va? Ah, quelle intro tout pété, je vous jure, quelle intro tout pété. J'espère que vous allez bien, c'est Azuka et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je vais repasser mon code. Donc on va voir si aujourd'hui je suis un danger de la route ou un pilote habilité, quoi, on va dire. J'espère juste qu'après cette vidéo, les gendarmes vont pas taper chez moi pour me retirer le permis et de repasser le permis. On verra bien. Let's go! Au départ, il y avait 40 questions, à la fin, il n'en restera aucune. Prenez votre temps, ceci n'est qu'un entraînement. Alors, question 1. Je peux être sanctionné si je conduis avec 2 oreillettes, avec une seule. Bah, les deux, hein. Réponse AC. Oui, bah c'est ce que j'ai mis. Les oreillettes, casques, écouteurs et tous les dispositifs destinés à émettre du son directement dans les oreilles, enfin dans l'oreille, sont interdits en conduisant. En effet, une partie des indices utiles pour le conducteur passe par l'ouïe. Klaxon, bruit d'un moteur, etc. Oui, c'est sûr que vaut mieux avoir l'ouïe, être attentif à ce qu'on entend parce que sachant qu'on peut être vite distrait par autre chose, donc c'est sûr, vaut mieux rester concentré sur la route. Question 2. S'arrêter comme la voiture grise. Et autoriser. Bah, autorisé, il y a un CD de passage. Vaut mieux. Hein? Mais il y a un CD de passage. Ah putain, le con, j'ai pas vu, c'est sur une voie ferrée. Enfin, une voie de tramway ou je sais pas quoi. Oh le con, bah oui. La voiture devant moi est arrêtée sur les rails d'un tramway, bah oui, quel con. Sans doute que son conducteur a mal anticipé l'arrêt des voitures devant lui. Cette situation dangereuse, c'est pourquoi il est interdit de s'arrêter dans un passage à niveau. On peut facilement imaginer pourquoi, surtout qu'un tramway, ou au pire un train, ne s'arrête pas aussi facilement qu'une voiture. Bah c'est sûr que ça fait des dégâts, hein. Alors, ah purée, je me rappelle même plus. Aujourd'hui maintenant les voitures ils ont les feux automatiques. Alors j'allume les feux de route. Bah non, ça éblouit les autres conducteurs. J'accélère les essuie-glaces. Bah oui mon coco, tu vois plus là. Validé. Baisser, bah oui c'est ça. Pour améliorer ma visibilité, j'ai effectivement intérêt à accélérer la vitesse des essuie-glaces. En revanche, pas question d'allumer les feux de route dans ces conditions. Les feux de croisement, normalement déjà en fonction, oui normalement ça se met automatiquement, c'est ce que je disais. Alors on a un schéma, on a un croquis, qu'est-ce qui se passe? Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode? La méthode 1. Ah, on peut mettre le son. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode? La méthode numéro 1, réponse A. La méthode numéro 2, réponse B. Il a une voix très sensuelle, le monsieur. Sur le coup... Hein? Lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, je dois utiliser la voie la plus à droite, même pour tourner à gauche. Mais pourquoi y en a-t-il plusieurs dans certains cas? Tout simplement pour rendre la circulation plus fluide, pour éviter que des files interminables ne se créent. Dans cet exemple, il n'y a personne. Il est donc obligatoire de tourner depuis la voie de droite. Réponse B. Je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je sais pas où c'est, la tronche, mais pourquoi pas passer des vacances là-bas, ça a l'air joli, je sais pas. Ils ont vraiment catalogué les villages avec les noms improbables, genre la tronche, après il y aura mon cul. Que oui, c'est préférable de s'arrêter pour régler son siège. Normalement on fait ça avant de conduire. Il arrive de se rendre compte que son installation n'est pas optimale alors que l'on a déjà commencé à circuler. Si c'est juste le rétroviseur central à ajuster, il n'est pas toujours utile de s'arrêter. Mais si le réglage concerne le siège et s'il n'est pas électrique, c'est préférable. Imaginons par exemple que le conducteur recule son siège un peu trop et qu'il ne puisse plus toucher les pédales. La voiture ralentit, mais il sera impossible de l'arrêter. C'est déjà arrivé, en particulier dans une rue en montée. C'est une question de bon sens et de sécurité. Je règle mon siège à l'arrêt. Réponse A. C'est vrai que c'est un peu con de pas toucher les pédales quand tu conduis, et surtout quand t'es dans une montée. Les lumières bleues sur les parois servent principalement
À guider les véhicules. Réponse A. À indiquer les intervalles de sécurité minimum. Réponse B. Localiser les issues de secours. Réponse C. Réponse B, à indiquer les intervalles de sécurité minimum. Et oui! Le principal rôle de ces lumières bleues est d'indiquer l'espace de sécurité minimum entre deux véhicules qui se suivent. Cet intervalle s'applique quelle que soit la vitesse à laquelle je circule, même si celle-ci est très ralentie ou que la circulation s'arrête. Réponse B. Ouais, j'avais juste. Ah, ils ont mis une nana cette fois. Avant on avait Richard, et là on a Martine. Martine, je fais passer le code de conduite. En cas d'échec au permis de conduire, je peux poursuivre ma formation en conduite supervisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est-à-dire quoi? En cas d'échec au permis de conduire, sachant qu'on peut le passer 5 fois de mémoire, je peux poursuivre ma formation en conduite supervisée? Bah normalement oui. En cas d'échec à l'épreuve pratique, il est en effet possible de continuer sa formation en conduite supervisée. Cela se passe comme en conduite accompagnée, mais il n'est pas nécessaire de faire un nombre de kilomètres minimum, ni d'attendre un certain délai pour repasser l'épreuve. Seule condition, être repassé par l'auto-école pour un dernier cours avec un des accompagnateurs et avoir obtenu l'accord de l'assurance. Réponse A. Avant de descendre de ma voiture, je vérifie le bon serrage du frein de parking. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que toutes les vitres sont remontées. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, tu t'en bats les couilles, tu laisses le frein à main comme ça, tranquille, comme ça ta voiture elle descend et tu laisses les fenêtres ouvertes comme ça. S'il fait chaud, bah il va faire meilleur dans la voiture. T'auras pas 35 degrés voire 50 degrés dans la voiture. En vrai, faut fermer les vitres, les remonter et puis bien sûr serrer le frein à main, sinon ta voiture tu la trouves dans les temps après la descente là. Et c'est logique, Avant de après. descendre de ma voiture, je vérifie qu'elle est bien immobilisée, que le frein de parking est bien serré, que le sélecteur de vitesse est en position P sur une voiture à boîte de vitesse automatique. Sur une voiture à boîte manuelle, je peux laisser une vitesse, la première ou la marche arrière, si la route est en pente, que toutes les vitres sont totalement remontées et qu'aucun objet convoité n'est visible. Téléphone, tablette, GPS amovible ou carte bancaire. Puis, lorsque je quitte le véhicule, je vérifie le verrouillage effectif de toutes les portes. Réponse A et C. Mais c'est logique, tu vas pas laisser ton téléphone, ta carte bancaire, ta tablette, je sais pas moi, ton ordinateur portable, carrément ta config et tout. Enfin, c'est logique. Après, je dis ça, mais ça m'arrive de laisser ma carte bancaire, hein, j'avoue. Certains écrous, pour dévisser une roue, nécessitent un outil spécial. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Normalement, il faut une clé. Un criquet. Enfin, non, une clé, le criquet, c'est ça. Bah oui. Généralement, chaque roue est fixée par 4 ou 5 écrous. Il arrive que sur chaque roue, l'un de ces écrous n'ait pas la même forme que les autres. Il s'agit d'un écrou nécessitant un outil spécial pour le desserrer afin de limiter le risque de vol. Il se range avec les autres outils nécessaires au démontage des roues, souvent dans le coffre ou sous le plancher de la voiture. L'outil est généralement le même pour les 4 roues et il ne peut pas être utilisé pour démonter les roues d'une autre voiture. Sinon, sa fonction d'antivol serait très limitée. Réponse A. Non, mais en vrai, oui, c'est logique. Toujours avoir une clé. De toute façon, normalement, ça fait partie dans le coffret avec. Il y a un gilet, un triangle, et puis. Je crois qu'il y a le criquet, et puis la. Comment ça s'appelle? La clé, normalement. Toujours être muni de ça pour pouvoir. En cas de crevaison, bah. Changer la roue, quoi. J'ai trop l'impression d'être un moniteur d'auto-école, je sais pas pourquoi. J'ai fait le résumé du résumé de la personne qui parle. Ah, on a une vidéo. Alors. En plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard. Avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Arrière. Oui. Réponse C. C'est. Non. Non. Réponse D. Je reviens en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Oui, car ça peut éblouir la voiture qui est en face. Sur une chaussée non éclairée, que je circule en ou hors agglomération et qu'il n'y a pas de risque d'éblouir un autre usager, je dois circuler en feu de route. Mais ici, je pourquoi distingue je le clique là halo des phares d'une voiture arrivant en face. Si j'attends de voir ces phares eux-mêmes, ce sera trop tard. Le conducteur aura été ébloui. Je reviens en feu de croisement immédiatement. Une généralisation de l'autopartage permettrait de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les embouteillages. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'autopartage, le fameux mot qui définit le covoiturage, quoi. L'autopartage est un service mettant à disposition un parc de voitures en libre service, disponible 24 heures sur 24. Le conducteur derrière moi semble pressé. Il me fait des appels de phare. J'accélère au-delà de la limitation de vitesse autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, c'est une question un peu bâtard parce que je vois que non seulement tu peux pas dépasser la limitation de vitesse, et non seulement tu peux pas te rabattre sur le côté droit parce qu'il y a un camion. Et sachant que tu le vois sur le coin, il est trop tard. Il va te doubler. Donc j'accélère au-delà de la limitation. Non. Je me rabats immédiatement. Non. C'est juste un connard qui veut être pressé, du coup il te fait des appels de phare pour que tu dégages. Je ne vais pas assez vite pour celui qui me suit. Ce n'est pas une raison pour commettre un excès de vitesse, ni Bien pour sûr. me rabattre dangereusement alors que les intervalles de sécurité ne seraient pas respectés. Il est trop tôt pour me rabattre par rapport au camion que je viens de dépasser et je serai trop près de la voiture que je m'apprête à dépasser. Je me rabattrai après avoir dépassé la voiture bleue et je laisserai l'usager qui me suit continuer sa route sans m'énerver. Réponse B et D. Faut surtout pas s'énerver. Espèce de connard! Mais surtout pas s'énerver. Faut rester calme. Un poste d'appel d'urgence se trouve à ma gauche, réponse A. À ma droite, réponse B. Une issue de secours se trouve à ma gauche, réponse C. À ma droite, réponse D. Donc, alors le poste d'appel d'urgence se trouve à droite et l'issue de secours à gauche. Mais bon, comme 65% de la population française confondent la droite et la gauche, donc bon, allez, on va faire droite et gauche. Voilà. La signalisation indique de haut en bas un emplacement d'arrêt d'urgence, aussi appelé refuge, un poste d'appel d'urgence permettant de joindre directement les secours du tunnel, et un moyen de lutte contre un début d'incendie. Généralement, il s'agit d'un ou deux extincteurs en libre service. À cette intersection, je surveille des deux côtés en commençant par la droite. Réponse A. Je surveille des deux côtés en commençant par la gauche. Réponse B. Je passe en regardant droit devant moi. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. Bah, alors il y a deux réponses. Je surveille les deux côtés en commençant par la droite parce qu'on peut avoir des enfants ou des piétons. Non, ça c'est pour les piétons. Hein? Le feu qui me concerne est vert, ce qui m'autorise à passer. Si Mais un non. usager arrive de droite ou de gauche, il devrait donc me laisser passer puisqu'il rencontre un feu rouge. Mais un feu n'est qu'un signal, pas un mur. Si un conducteur est distrait ou qu'il prend des risques, le choc sera inévitable et violent. Aussi, je ralentis, je garde le pied droit au-dessus du frein et je surveille des deux côtés. D'abord à gauche, parce que la première voie que je vais traverser est celle des usagers qui arrivent de gauche, puis à droite. Exactement comme lorsque je traverse une route en tant que piéton. Réponse B et D. Ok, je suis vexé. Mais bon, pour moi c'était logique de regarder à gauche en premier, parce que vu qu'il y a les piétons, je comprends pas. 12 bonnes réponses. Ce panneau bientôt. m'informe que je vais traverser une voie de chemin de fer. Si je tourne à droite, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je vais tout droit, oui, réponse C. Non, réponse D. Si je tourne à droite, bah oui. Ce panneau m'indique un passage à niveau à proximité. Je le franchirai uniquement si je tourne à droite à la prochaine intersection, comme le laisse entendre le panneau. Mais attention, si le passage à niveau est fermé, je peux m'attendre à ce que l'intersection elle-même soit perturbée, à cause de véhicules qui attendent de pouvoir passer. Réponse A.
et D. En vrai, moi, quand je passais le code, j'ai mis du temps. Je crois que j'ai mis presque 2 ans à passer le code parce qu'au début, ça m'intéressait pas vraiment. Enfin bref. Et je me souviens que ce panneau-là, pour moi, c'était une barrière. C'était pas une voie de chemin de fer. Pour moi, c'était vraiment une barrière. Et je sais que ça m'a porté préjudice. À un moment, je faisais des leçons de code, quoi, comme ça. Et puis, j'ai regardé après sur le petit bouquin Code Rousseau, le fameux Code Rousseau. Et c'était bien pour une voie ferrée. Et je me suis senti un peu con. La première année, le permis probatoire est constitué de 6 points. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Normalement, c'est ça. Que ce soit pour la conduite supervisée ou la conduite accompagnée, c'est les deux, c'est pareil. Moi, j'ai fait la supervisée, j'ai pas fait la conduite accompagnée. Normalement, c'est comme ça, dès le début, t'as 6 points, je crois. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée, conduite supervisée ou en formation traditionnelle. C'est les années suivantes qu'il y a une différence. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela bien sûr, si je ne commets pas d'infraction. Réponse A et C. Je peux quitter mon stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume le clignotant gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors non, tu peux pas quitter ton stationnement parce que t'as un petit bâtard là-bas qui a envie de sortir. Tu peux allumer ton clignotant gauche parce que pour que tu sois visible entre guillemets que tu t'apprêtes à sortir de ton stationnement. Donc oui. BD. Dans mon Oh non. rétroviseur, je constate qu'aucun usager n'arrive derrière moi. Bah ouais. Est-ce le bon moment pour quitter mon stationnement? Non, je dois aussi prendre en compte les usagers qui arrivent en sens inverse. Ici, la voiture rouge est sur le point de dépasser le camping-car. C'est son clignotant à gauche qui me l'indique. Son conducteur va devoir emprunter la voie que je compte rejoindre et il ne s'attend pas à ce que j'arrive face à lui. J'attends pour quitter mon stationnement et donc je n'allume pas mon clignotant immédiatement qui ne servira à rien pour le moment afin que mes intentions soient claires pour tout le monde. Réponse B et D. Les deux principales sources d'accidents mortels sur route sont le non-respect des intervalles de sécurité, réponse A, la fatigue, réponse B, l'alcool, réponse C, la vitesse, réponse D. Alors pour moi, c'est l'alcool et la vitesse. Les deux principaux facteurs d'accidents mortels. On va passer. Le symbole clignotant dans le rétroviseur m'indique que le dégivrage de celui-ci est activé, réponse A, que le clignotant gauche est allumé, réponse B, qu'un usager se trouve dans l'angle mort, réponse C. Le symbole clignotant dans le rétroviseur m'indique... Mais j'ai pas de symbole comme ça sur mon rétroviseur, moi. Attends, mais c'est quoi comme voiture, ça aussi? Bah non, ça peut être un usager se trouve dans un angle mort. Ah, c'est-à-dire vers là et qu'on le verrait pas ici, du coup? Ah, je sais pas du tout. Alors là, je connais pas du tout. Ah, c'est ça? Certains véhicules sont équipés d'un voyant clignotant dans les rétroviseurs extérieurs, gauche et droite. À quoi sert-il? Pas à avertir que le clignotant fonctionne, bien entendu. Il y a déjà des témoins verts au tableau de bord qui servent à cela. Idem pour le dégivrage. Il y a un témoin de couleur orange. Si le symbole dans le rétroviseur clignote, c'est qu'un usager se trouve dans l'angle mort. D'accord. Je savais pas, mais j'ai pas de voiture comme ça, moi. Les conditions pour faire la conduite supervisée sont avoir fait 20 heures de conduite minimum au volant, réponse A, être âgé de 18 ans minimum, réponse B, avoir le code, réponse C, avoir fait la conduite accompagnée, réponse D. Bah, être âgé de 18 ans, oui. Avoir le code, oui. ABC, ouais. Les conditions pour conduire avec un On va passer à l'explication. Dès les premiers signes d'endormissement, j'accélère pour arriver plus vite. Réponse A, je m'arrête boire un café et je repars. Réponse B, je m'arrête et j'essaie de dormir quelques minutes. Réponse C. On va faire une petite pause de café hein, avec les collègues et après on repart. Non, c'est je m'arrête et j'essaie de dormir. Après la fatigue, vient l'endormissement. Avec une acuité visuelle de 10 dixièmes, un panneau de limitation de vitesse est lisible au moins à 50 mètres, réponse A 150 mètres, réponse B 500 mètres, réponse C. Je suis pas ophtalmologue moi, je sais pas du tout moi. Allez c'est B, ouais, super. Si j'ai une bonne vue, 10 dixièmes, je dois pouvoir lire les panneaux de loin. Par exemple, hors agglomération, la taille des panneaux tels que les limitations de vitesse est étudiée pour qu'ils soient lisibles à 150 mètres. Si je ne les lis pas à cette distance, il serait plus responsable de ma part de porter des lunettes. À cet endroit, je peux stationner, oui. Réponse A, non.
Réponse B. M'arrêter quelques minutes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bien sûr que oui. Oui, tu peux stationner et t'arrêter quelque temps. T'as pas de bande jaune. Là, il y a une sortie de garage, mais t'es pas devant, donc tu gênes pas. Donc, oui, validé. Sauf indication Oh non. contraire, les trottoirs sont strictement réservés à la circulation des piétons. Le stationnement et l'arrêt, même quelques instants, y sont interdits. Et c'est facile à comprendre. En stationnant à cet endroit, je gêne la circulation des piétons qui sont obligés de descendre sur la chaussée pour contourner ma voiture, surtout avec une poussette ou un fauteuil roulant, ce qui les met en danger. Aussi, il est normal que je sois verbalisé si je stationne ou que je m'arrête à cet endroit. Réponse B et D. Ok. Bah d'accord. Moi, je suis le premier à me garer sur les trottoirs. Je suis pas d'accord. Je suis à 30 km à l'heure. Je mets le pied au-dessus du frein. Réponse A. Je freine réellement. Réponse B. Non, t'accélères et tu écrases tout le monde. Non, en vrai, faut freiner. Le trottoir de droite est étroit et un groupe de piétons y circule, dont des enfants. Je Dont dois des m'attendre à un écart ou à la perte d'équilibre de l'un d'entre eux. En ne mettant pas systématiquement les clignotants lorsque je le devrais, j'augmente le risque d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je gêne les autres usagers. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Il y a quelqu'un qui tape là, quelque part. Il est pratiquement impossible de prévoir un changement de direction si le conducteur n'utilise pas ses clignotants. C'est bien sûr une source d'accident, et c'est particulièrement agaçant pour les autres usagers. On le voit tous les jours lorsque l'on veut s'engager dans un carrefour à sens giratoire. C'est pourquoi les clignotants oubliés sont durement sanctionnés. Une amende, un retrait de 3 points, voire une suspension de permis. Réponse A et C. Toutes les voitures de moins de 25 ans disposent de feux de brouillard avant. Réponse A. D'au moins un feu de brouillard arrière. Réponse B. D'au moins un feu de recul. Réponse C. Bon, alors là, en vrai, 2 feux de brouillard avant, j'en sais rien. Toutes les voitures de moins de 25 ans disposent d'au moins un feu de recul, un feu blanc qui s'allume à l'arrière lorsque la marche arrière est enclenchée, et d'au moins un feu de brouillard arrière. Lorsqu'il n'y en a qu'un de chaque, le feu de recul est situé à droite ou au centre, et le feu de brouillard arrière est situé à gauche ou au centre. En revanche, les feux avant de brouillard ne sont pas obligatoires. Mais si ma voiture en est équipée, ils sont au nombre de 2, un à gauche et un à droite. Réponse B et C. Oui, c'est bon, pas la peine d'insister, je sais, j'ai faux. Mon GPS peut m'avertir de travaux. Réponse A. Me faire contourner les bouchons. Réponse B. Me prévenir d'un contrôle de vitesse. Réponse C. Me faire économiser du carburant. Réponse D. Et ça dépend, si tu prends le GPS du téléphone, c'est actualisé, on va dire. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Allez. La principale fonction d'un GPS, c'est de guider le conducteur, ce qui lui évite de se perdre, donc lui fait économiser du temps et du carburant. C'est quelle logique? En entretenant régulièrement ma voiture, je limite les risques. De panne, oui. Réponse A. Non. Réponse B. De contrôle technique défavorable, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il y a 2 sortes d'entretien à faire sur une voiture. Celui que l'on confie à un garagiste. Il s'agit des révisions, la vidange, le contrôle des freins, le remplacement des filtres, et celui que l'on fait soi-même régulièrement. L'état et la pression des pneus, l'absence de fuite, le bon état de l'éclairage. Pour stationner dans une rue en pente, je mets la boîte de vitesse au point mort. Réponse A. J'enclenche la première vitesse. Réponse B. J'enclenche la 5e vitesse. Réponse C. Ah, je peux mettre la première vitesse, je crois. Dans une rue en pente, j'ai plusieurs possibilités de bien immobiliser ma voiture en plus du frein à main. Je peux tourner les roues vers le trottoir, au cas où le frein à main connaîtrait une défaillance. Et je peux aussi enclencher une vitesse. Mais laquelle? Je sélectionne la vitesse la plus courte, c'est-à-dire celle qui engendre le plus de frein moteur, à savoir la première vitesse. La 5e vitesse ou la 6e sur certaines voitures ne serait d'aucune utilité. Réponse B. Lorsque j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage, ma jambe doit être fléchie. Réponse A. Semi-tendue. Réponse B. Bien tendue. Réponse C. Semi-tendu, je crois. Je sais que mon siège est bien positionné en appuyant à fond sur l'embrayage que je débraye. Ma jambe ne doit pas être fléchie, pliée, mais elle ne doit pas être tendue non plus. Je ne dois pas avoir besoin de forcer.
Pour éviter de respirer la fumée de cette camionnette, je mets momentanément l'aération en position recyclage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'éloigne de la camionnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, mais ça c'est une option je crois, enfin il y a des voitures qui ont pas ce truc là. Je m'éloigne de la camionnette. Bah si tu peux oui, mais si tu peux pas non. Le véhicule devant moi dégage une fumée importante, bien évidemment toxique et irritante. Ce panneau annonce des cyclistes pouvant déboucher. De la droite, oui. Réponse A, non. Réponse B. De la gauche, oui. Réponse C, non. Réponse D. Non, ça veut dire que ça peut déboucher de partout. Gauche, droite, en haut, en bas, n'importe où. Tous les panneaux de danger sont représentés par un risque arrivant de la droite. Le vent, une traversée d'enfants, de piétons, d'animaux, de trains. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils n'arriveront que de ce côté. Je surveille autant à droite qu'à gauche. Réponse A et C. Dans une zone où le stationnement est à alternance semi-mensuelle. Réponse A. Payant. Réponse B. Contrôlé par disque. Réponse C. À durée limitée. Réponse D. Ah, j'ai jamais compris à ces panneaux avec 15e du mois ou j'en sais rien, je sais même pas ce que c'est. Entre le 15 du mois de janvier, je crois, et non, je sais même pas. Le Ok. panneau d'interdiction de stationner est inclus dans un panneau carré, ce qui signifie qu'il ne s'applique pas uniquement à une rue ou à une portion de rue, mais à tout un quartier, c'est-à-dire à plusieurs rues qui communiquent entre elles. Il comporte le symbole d'un disque de stationnement, ce qui signifie que le stationnement est gratuit, mais à durée limitée, contrôlé par disque. Le disque bleu que j'appose derrière mon pare-brise et qui indique mon heure d'arrivée. D'autre part, les chiffres indiquent également que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle. Unilatéral, cela signifie que le stationnement ne peut se faire que d'un côté. L'alternance semi-mensuelle signifie que ce côté change selon le jour du mois. Du 1er au 15, je dois stationner du côté des numéros impairs des immeubles et du 16 au dernier jour du mois, je dois stationner du côté pair des habitations. Réponse A, C et D. Mais c'est quoi ce panneau? Enfin, franchement, je me rappelais même plus que c'était ça. Stationner du côté des numéros impairs des immeubles, mais c'est n'importe quoi. En fait, tu passes plus ton temps à trouver le numéro de l'immeuble qu'à chercher une place. Ce panneau interdit l'arrêt, oui. Réponse A, non. Réponse B, le stationnement, oui. Réponse C, non. Réponse D. Bah, tu peux pas t'arrêter et tu peux pas te stationner. Ce panneau interdit à la fois l'arrêt et le stationnement, sur la chaussée et sur l'accotement. Ce panneau m'indique que la rue est à sens unique, oui. Réponse A, non. Réponse B, m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection, oui. Réponse C, non. Réponse D. Faut toujours aller tout droit quand tu vois ce panneau, c'est logique. Ce panneau m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. En aucun cas, il n'indique que la rue où je circule est à sens unique. La route Bientôt est à fini. 2 voies dans mon sens de circulation. À 2000 mètres, réponse A. Sur 2000 mètres, réponse B. Alors là, c'est à 2000 mètres, parce que quand c'est sur 2000 mètres, normalement, il y a une flèche, je crois. Ce panneau est un signal de position. Il prend donc effet immédiatement. Cependant, il est complété d'un panonceau qui m'informe que la route sera à 2 voies à 2000 mètres et non immédiatement. En revanche, je ne sais pas sur quelle distance elle sera à 2 voies. Pour cela, il faudrait un panonceau détendu, reconnaissable à ces 2 flèches verticales situées de chaque côté. Réponse A. La sortie annoncée est la sortie numéro 19. Réponse A. Se trouve à 19 km. Réponse B. J'en suis sûr que dans les questions comme ça, t'as des mecs qui mettent se trouve à 19 km. L'inscription 19 est le numéro de la sortie. Elle se trouve à 2000 mètres. Un virage peut être signalé par la balise numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3, réponse C. Là, c'est quand t'as une intersection, je crois. Le virage. Mais c'est pas des... Ah si, c'est ça. C'est le numéro 1. C'est la balise numéro 1. Hein? Un virage dangereux peut être signalé par 2 balises différentes selon le lieu. En général, un virage est signalé par la balise numéro 1, blanche, comportant un dispositif réfléchissant, blanc également. Dans les zones fréquemment enneigées, je peux rencontrer la même balise mais dont le sommet est rouge. La balise reste alors bien visible sur un paysage uniformément blanc.
La balise numéro 3 est utilisée pour indiquer les intersections, quel que soit le régime de priorité. Réponse A et B. Mais moi j'ai jamais vu une balise comme ça, la numéro 2, moi je l'ai jamais vue. J'habite au bord de la mer, il y a jamais de neige. Lors d'une communication avec les secours, je raccroche lorsque j'estime avoir donné toutes les informations. Réponse A. Uniquement lorsque mon interlocuteur m'y autorise. Réponse B. Bon, la dernière question. Elle est cruciale. Dans la panique ou la précipitation, le message que je donne au secours peut être incomplet. Par exemple, je peux oublier de préciser le lieu de l'accident ou d'indiquer qu'il y a plusieurs victimes, leur état, leur âge, ce qui risque de nuire à l'efficacité ou retarder leur intervention. C'est pourquoi je ne raccroche que si mon interlocuteur m'y autorise. Réponse B. Bah d'un côté c'est logique, hein. Tu vas pas raccrocher et tu dis ah putain merde, j'ai oublié l'information, il y a un blessé. Faut que tu le rappelles quoi. On va voir le résultat. Alors, est-ce que je suis encore habilité à rouler ou dois-je repasser mon code? Félicitations. Ouais bon ça c'est le truc. On va voir mes réussites. Mais j'ai pas vu le résultat. J'ai fait 30 je crois. J'ai fait 10 fautes. Je crois que j'ai fait 10 fautes. Sachant que de mémoire c'est 5. Ah ça n'a pas changé d'ailleurs. Je vais vérifier. Code de la route. Combien de fautes? À 3 fautes? Ah ça veut dire que c'est encore à 5 fautes. Donc entre guillemets, je suis un danger de la route. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.